j'ai un template de transparent où on voit le Safe River partout, mais je ne vais pas vous faire quelque chose de publicitaire, je vous rassure. Par contre, j'ai choisi, puisqu'on est au GTLL quand même, de vous expliquer quel type d'outils d'analyse statique et de vérification formelle on avait fait au-dessus de certaines souches libres, et d'essayer de vous montrer en fait quel est l'écart entre les analyseurs ou les outils de base finalement, les back-end pour nous, et la couche utilisateur, et donc de cibler sur les outils intermédiaires qu'il faut mettre en œuvre selon nous pour pouvoir utiliser facilement les techniques, plus facilement les techniques de vérification formelle. Alors dans l'annonce, j'avais dit que je finirais par le use case analyse statique pour la détection de faiblesse de code, orienté donc security. Et en fait, je vais commencer par là. Donc il y a un changement de programme. Alors juste... ça ne marche pas du tout ce truc-là. La flèche. Ah non, la flèche. Attends, excusez-moi, il faut que je mette... À droite, il n'y a pas de flèche. Ça commence. Ah, ça y est. Voilà. Alors, je vais passer ça. Je vais juste vous dire qu'on développe en fait on est spécialisé en safety et security. Alors, des systèmes embarqués. Et on a développé en fait des outils pour justement la functional safety. Alors, la functional safety, c'est tout ce qui est lié à la garantie d'un comportement sûr en présence d'erreurs, mais sans malveillance. Et on travaille principalement dans le domaine ferroviaire, à vérifier formellement des logiciels embarqués de pilotage automatique. Il y a très très longtemps, on a vérifié intégralement la fonction d'anti-collision de la ligne 14. Nous avons également travaillé sur la ligne 13, donc faites attention ce soir. Et puis, on travaille également en software... C'est pour ça que je suis venue en voiture. Et c'est en sécurité soft, alors cette fois très orientée logiciel, sur la détection de faiblesses qui pourraient être exploitées par des attaquants. C'est vraiment les deux cœurs de métier que nous avons. Et on est une société de services au démarrage, et je vais vous expliquer pourquoi on a dû monter en puissance, en outillage, pour pouvoir faire des vérifications formelles sur des systèmes réels. Donc les deux outillages, en fait, c'est d'une part, on rentrera peut-être un peu dans les détails, quelque chose qui est basé sur la vérification de modèles, donc le modèle checking, et qui est principalement orienté vers la vérification de modèles MATLAB Simulink, vérification formelle de modèles MATLAB Simulink, et vérification de modèles SCADE. Et puis la deuxième gamme d'outils, c'est celle qui est orientée sécurité des langages. Et donc on a un outil qui a été, en particulier qui s'appelle CartoC, et qui est intéressant parce qu'il a été, monté au-dessus de Framatome. Je crois que, donc on pourra voir ce que nous, on a fait comme utilisation d'une souche libre, et quel serait le devenir des composants d'analyse vraiment orientés security. Est-ce qu'on pourrait les remettre en libre, comment on les exploite, et qu'est-ce que ça apporte par rapport au calcul de base fait par Framatome. Enfin, c'est une discussion open, d'ailleurs. Et donc, je vais vous présenter plus en détail cet outil CartoC, sachant qu'on a également un outil qui pourrait être intéressant, il y a des problématiques qui ont été évoquées ce matin sur la cohabitation entre du code dit trusté et du code non trusté. Et donc, l'outil qu'on appelle IFRI, comme Freedom from Interference, est dédié à la maîtrise des interactions entre un code que vous pouvez analyser complètement et un code dont vous ne savez pas comment il a été développé. Donc je vous fais grâce de tout, et on va passer donc au cœur du sujet, qui est en fait la problématique de l'analyse statique, au sens de l'analyse statique de code, pour la sécurité software. Nous, quand on a pris le problème, ce transparent est assez ancien, on a fait un état des lieux de tous les outils qui existaient. Alors à l'époque, c'était en 2008-2009, on avait déjà recensé 150 à 200 outils, de tout poil, bien sûr, mais qui prétendaient en fait faire de l'analyse statique et détecter des erreurs liées à la sécurité.
Et donc, on s'est demandé qu'est-ce que ça voulait dire que faire une analyse statique de code pour la sécurité. Et on avait essayé de faire une classification des outillages en mettant, d'une part, en le faisant en disant, OK, il y a ceux qui sont sound et ceux qui ne le sont pas. Alors ça, c'est un débat qu'on a eu avec plusieurs fois, donc je ne sais même pas si je vais le rouvrir. Et en particulier, on s'était aperçu que c'était un premier axe de classification. Quel était le niveau de confiance dans l'analyse, c'est-à-dire quelle était la garantie qu'on pouvait donner sur les résultats de l'analyse et sur l'exhaustivité de l'analyse. Alors il y a eu, oui, c'est vous qui avez tout à l'heure indiqué que effectivement chez TrustInSoft vous préoccupiez de l'absence de défauts et non pas de la détection de vulnérabilité. Et on voit bien qu'on retrouve aussi cette coupure finalement où les outils dits sound se préoccupent de montrer qu'ils sont verts ou qu'on n'a pas telle et telle classe de défauts, et qu'ils prennent en compte des défauts génériques, finalement, ainsi que l'a assez bien illustré l'exposé TrustInSoft, à mon avis, alors qu'il y a plein d'autres objectifs qui peuvent être importants pour la sécurité, et en particulier la vérification de règles de codage ou la détection de patterns qui sont réputés comme non sûrs dans les codes, et ce type de détection peut être plus ou moins avancé. C'est-à-dire que je peux le faire aussi syntaxiquement en disant tiens, ce pattern-là est interdit ou n'a pas lieu d'être, ou le faire de manière, plus enfin, il y a toute une gamme finalement d'analyseurs et qui donnent des résultats qui sont difficiles à classifier. Et en particulier sur lequel on n'est pas capable de donner un tampon en disant oui, j'ai tout trouvé, oui, j'ai trouvé que la moitié, etc. Et ça, c'est un des problèmes par rapport au test, parce que le test, ce qu'il y a de rassurant, c'est que vous pouvez toujours dire à votre chef, j'ai couvert tant de pourcents. Alors de quoi? Ça se discute, mais au moins on a une métrique, et en plus vous avez toujours l'espoir que ça va finir un jour. Parce que donc, même si on sait que les 3 derniers pourcents sont très durs à atteindre, surtout en MCDC, et bien quand même, ça donne une métrique. Vous faites la preuve ou l'analyse formelle, vous appuyez sur le bouton, ça marche pas, vous êtes bien embêté, vous n'êtes même pas capable de savoir où ça bloque pas. Et donc ça, il faut bien voir que les outils de preuve, c'est une des grosses limites à leur utilisation, et que c'est à cause de cette limite que d'autres personnes prennent un point de vue inverse en disant je vais au moins détecter ce que je sais détecter et donner un résultat du genre le nombre de règles violées, etc. Et puis on a constaté aussi qu'il y avait des bases de données existantes qui répertoriaient qui énuméraient finalement un certain nombre de défauts connus. Donc j'ai donné celle en particulier du NIST, et vous avez deux référentiels assez utiles. C'est le référentiel, l'énumération des vulnérabilités, CVE, qui sont numérotées séquentiellement au fur et à mesure qu'elles sont découvertes par les gens qui attaquent les sites, et puis on répertorie que tel outil a tel type de vulnérabilité. Et les Common Weaknesses Enumeration, qui est un modèle un peu plus abstrait, où qui énumère des vulnérabilités possibles dans les codes, des patterns possibles, des faiblesses, étant donné que c'est pas forcément parce que vous avez une faiblesse que la faiblesse va être attaquable, etc. Mais on sait que là, il y a un risque potentiel d'avoir un bout de code qui peut être attaqué. Et puis, il y a un deuxième objectif de vérification, qui est donc l'absence d'erreurs runtime, qui sont donc où là, la spécification de ces erreurs est intrinsèque, elle est liée au langage, et donc elle ne dépend pas de l'utilisateur, ni de conditions d'utilisation, ni d'exploitabilité. Et donc, le troisième point aussi qui est important quand vous donnez un résultat, quand vous faites une analyse, non seulement c'est de lui dire, voilà, je t'ai vérifié telle règle par rapport à ce corpus où je t'ai trouvé tel et tel type de vulnérabilité, mais c'est avec quel niveau d'assurance, en fait, on lui garantit que l'outil les a trouvés, ou quel niveau de couverture on peut donner. Et donc là, il y a, en fait, soit vous avez un well-known tool,
ou un tool qui a été utilisé qui a une base de données, une base de référence suffisante, ou bien vous avez en fait des bases de tests qui permettent de benchmarker, ou encore vous pouvez obtenir un tampon de l'administration, par exemple éventuellement de l'ANSSI ou d'un autre ou d'un standard quand vous êtes en safety. Donc nous on a commencé comme ça, et quelques observations, c'est que vraiment rapidement, les outils sound, en fait, donc ils sont focalisés sur un certain nombre de failles. Ils sont sujets aux faux positifs, et donc le fameux épluchage des oranges, comme on dit, qui est absolument horrible, parce que dans les résultats, il faut trier les faux positifs. Donc un des objectifs pour nous, ça va être de réduire au maximum ce nombre de faux positifs. Mais ils n'ont pas de faux négatifs. Donc là, on peut donner un niveau d'assurance très élevé. Et ils ne tiennent pas, c'est ce que je viens de dire, ils ne tiennent pas compte de l'environnement. Si on regarde comment fonctionnent, enfin, vous pouvez contester après, hein, mais les outils Unsound, alors eux, ils ont un spectre très large. Et d'ailleurs, ils prennent des référentiels de flows ou de vulnérabilité très larges, des langages très larges, et eux peuvent, en fait, vous renvoyer des faux positifs, auquel cas il faut pouvoir les évaluer. Ils sont des faux négatifs aussi. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très flexible pour l'utilisateur, c'est que vous pouvez déclarer en fait les patterns que vous cherchez. Vous pouvez déclarer le contexte dans lequel, les hypothèses sous lesquelles vous faites l'analyse. Donc ça explique en fait que la vraie difficulté, c'est pour l'utilisateur, en fait, c'est que il va pouvoir officiellement aller dire qu'il fait de la détection de faiblesse avec des outils extrêmement différents, et il est très difficile pour lui d'utiliser les outils sound en général, enfin sauf cas rares, mais quand il se retrouve dans le monde unsound, il est très difficile pour lui de piloter ce qu'il est en train de calculer ou ce qu'il est en train de faire. Donc je ne vais pas vous abreuver enfin j'avais dit que je ferais beaucoup de métriques, mais par exemple il y a un outil dont on a parlé tout à l'heure qui est Coverity pour Java ou pour C. Et pour cibler 20 faiblesses d'un type particulier, il faut pouvoir mettre en œuvre 30 checkers. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des analyseurs dédiés à certains patterns, à certaines classes de faiblesses. Et donc, vous voyez que le problème, c'est qu'il faut configurer. C'était la première réponse qu'on avait donnée, c'est très bien connaître les outils, et les configurer et faire des espèces de profils de configuration que vous donnez à l'utilisateur, c'est ce qu'on faisait à l'époque, et qui lui disent, ben voilà, pour cibler cette CWE, tu prends tel checker, tu vas obtenir tel filtre en analyse, enfin pour avoir les résultats en sortie, et finalement, on essayait en fait d'utiliser les outils du commerce avec avec des kits de configuration et des espèces de réglages en fait du niveau de résultat qu'on souhaitait obtenir, parce que vous pouvez toujours pousser l'analyse de manière plus ou moins importante. Donc on avait fait ça, et puis on s'était dit, eh ben on va derrière, de toute façon. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est, alors ça on l'a pas fait tout de suite et on pourra en parler, c'est un projet qui justement est en cours avec l'ANSSI. On s'est dit, eh ben de toute façon après il faudra faire passer les outils sur cette base de test qui s'appelle Juliette, qui a été développée par Benjamin, tu dois pouvoir me dire mieux que moi si c'est le NIST au démarrage qui a lancé ça, ou c'est SAT, c'est le nom du projet, et SAMAT c'est l'organisation, c'est ça? C'est la NSA, d'accord. Et donc je parle sous leur contrôle, c'est une base de données qui contient 45 000 bouts de code, et il y a une partie des codes où on a injecté en fait une faille, donc qui est étiquetée CWE numéro de temps. On connaît la faille, et vous savez que vous devez chercher, que les outils vont devoir détecter à un certain endroit dans ce code cette faille ou pas. Et puis vous avez la même chose en fixe, c'est-à-dire vous avez où la faiblesse a été corrigée, enfin n'est plus, et c'est pareil, les outils sont évalués pour voir s'ils ne sont pas en train de générer une fausse alarme et de détecter à tort, enfin de ne pas voir qu'il y a une absence d'erreur en fait.
Donc c'est pas mal ça. Ça couvre un nombre de classes de faiblesses importants. Et dans le cadre du projet que l'on fait pour l'ANSSI, en réalité, on s'est aperçu que il a fallu aussi monter une espèce d'outillage pour normaliser les scripts, mettre en œuvre, lancer les outils sur les différentes... lancer les outils sur cette base et pouvoir exploiter les résultats. Donc ce qu'il faut voir, c'est que finalement, on a un monde où si on veut faire de l'analyse correcte et donner un résultat en disant voilà ce que je sais faire, il faut choisir il faut choisir les objectifs de vérification assez clairement. Donc vous avez des règles de vérification de code qui existent, qui sont moins précises que dans le domaine de la safety, mais qui quand même commencent maintenant, en particulier dans l'automobile, ils sont en train de monter aussi des règles pour la cybersécurité, parce que ça commence à... Mais c'est des règles très, très diverses. C'est pas seulement qu'il faut qu'il faut pas avoir de boucle infinie ou que vous voulez pas de calcul d'adresse, etc. Enfin, d'abord parce que vous êtes dans un monde plus lâche où les règles de codage sont beaucoup plus lâches que dans le seul embarqué strict. Et en plus, vous avez des choses sur l'utilisation de certaines fonctions, sur le fait qu'il faut authentifier, sur le fait que vous avez des time of check, time of use. Vous voyez, vous savez pas, il faut un temps restreint entre le fait d'ouvrir un fichier et le... Donc il y a des règles, mais qui sont assez importantes, pas exprimées, qu'il faut donc traduire comme des patterns de langage ou comme des objectifs de vérification du langage. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, entre guillemets, pour l'utilisateur, c'est pas simple en fait à faire de spécifier ce qu'il va vérifier, et faire confiance à un outil et lui demande aussi un effort, puisqu'il faut choisir les analyseurs qui correspondent au type de problématique qu'il peut avoir. Donc s'engager dans le système embarqué sur le fait qu'on n'a plus d'erreurs qui puissent être exploitées devient quand même compliqué. Donc on s'est dit, et c'est ce qu'on voulait vraiment pas faire au début, on a fini par se poser la question de savoir qu'est-ce que nous on voudrait offrir aux utilisateurs qui cherchent à avoir des systèmes embarqués protégés, et comment est-ce qu'on pourrait les aider à faire un développement sûr. Et on a choisi un point de vue qui est très particulier, qui est de dire dans les systèmes embarqués, on va essayer de démontrer l'absence de faiblesses qui serait lié en fait à la non-maîtrise des interfaces, à la non-maîtrise des entrées. C'est-à-dire, on va se focaliser sur la possibilité d'injecter des mauvaises commandes, de modifier et de contrôler un paramètre, tout ce qui est lié au mauvais usage des interfaces d'un soft, en fait. Et alors, en entrée, c'est pour contrôler le soft, on se préoccupe de contrôler le soft, et en sortie, on se préoccupe du mauvais usage d'une interface de sortie qui consisterait à aller lire une donnée confidentielle alors qu'elle n'est pas chiffrée, par exemple. D'accord ? Donc on va chercher, en fait, à localiser tout ce qu'on appelle la surface d'attaque, tout ce qui expose le logiciel, et ensuite à regarder si des vulnérabilités qui sont à l'intérieur peuvent provoquer un défaut, cette fois de sécurité avérée. Donc c'est une façon de voir le problème. Ça marche assez bien sur les systèmes embarqués où on essaie quand même de contrôler les interfaces. Et je vais vous donner un exemple de règle. Sur un chiffreur, par exemple, eh bien, quand vous êtes dans une opération de génération de clés, il faut absolument que toutes les interfaces de sortie soient bloquées. Alors qu'une fois que vous avez fini cette phase, donc on voit bien que exprimer la propriété qui est dans cette phase, j'ai le droit de faire ça, et de relâcher la contrainte après, c'est pas évident de le faire avec un coup d'analyseur syntaxique. Donc voilà, nous ce qu'on cherche, c'est à localiser les faiblesses exploitables depuis l'entrée-sortie des logiciels. C'est un choix comme un autre. Et donc, en fait, on a 4 fonctionnalités. Alors je vais pas vous les passer toutes. On calcule ce qu'on appelle la surface d'attaque. Donc c'est tout ce qui peut intéresser un attaquant, plus y compris, je veux dire, les points d'accès. Donc c'est en fait les entrées-sorties du système, ce qu'on appelle les biens du système, donc les assets, et les fonctions de protection.
Et en fait, notre premier élément, c'est de sortir une cartographie du système pour dire voilà ton état des lieux en termes d'entrée-sortie et de fonctions de protection. La deuxième chose, c'est tout ce qui est lié à la détection de faiblesse. Et là, on a choisi format string et injection de commande. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre le contrôle d'un système de manière malveillante? Et après, c'est on fait le lien entre les deux. Et c'est quels sont les biens que je peux aller capturer de manière indue? Est-ce que mes biens sont assez protégés? Et enfin, quand j'utilise un logiciel dont je ne sais pas grand-chose, est-ce que je peux avoir des défaillances en cascade qui m'amèneraient à un état non connu? Donc on fait que ça, nous, en termes de security. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on a fait au-dessus de... En vert, vous avez le libre. En rouge, ce qu'on développe. Donc, en fait, vous avez ici ce fameux, la souche Framatse qui est développée par le CEALIST avec, Niki, tu me dis si je dis des bêtises, donc avec le module d'analyse RTE natif de Framatse. Et en fait, ça c'est les restrictions c'est le module d'entrée. Hein, je ne sais pas si vous l'appelez front-end ou back-end, vous, mais. Enfin bon, ça c'est la plateforme que je peux télécharger en vert, en gros. Et au-dessus, en fait, si on voit, nous, pour arriver à utiliser ces modules... Ah, excusez-moi, j'ai bougé, fallait pas? Non, il y a une première classe d'amélioration, enfin pas d'amélioration, mais de choses qu'on a dû prendre en compte, c'est que l'outil il est nu, quoi. Il n'y a pas d'environnement du tout. Et donc, dès qu'on tape sur une librairie, soit on ne fait pas d'hypothèse, et alors là, ça vous génère des oranges à l'appel. Voilà, oui, non, mais je veux dire, c'est juste pour situer le problème, hein, Niki, c'est dire, il a fallu qu'on développe, en fait, tout un tas de librairies, alors non pas qu'on les redéveloppe, mais qu'on développe leurs propriétés pour faire du stubbage intelligemment et pour que l'analyseur soit capable... Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Soit capable, en fait, de ne pas déclencher de fausses alarmes. Donc, c'est d'ailleurs El Habib qui a fait ça. Donc, on a, en fait, décrit en ACSL les propriétés de comportement des librairies. Donc, je ne sais plus combien on en a actuellement. C'est le nombre. 400. Voilà. Donc, premier truc, alors pourquoi? Parce que sinon, vous appuyez sur le bouton, ça compile même pas, et si ça compile, après vous êtes bien embêté parce que ça vous sort trop d'orange puisque on ne sait rien dire sur les librairies. Donc on a fait déjà ce premier travail de développement qui peut paraître idiot. C'est mieux de faire des formules ACSL que de faire liste mentale. Ben, nous on a choisi ça, enfin ça pourrait... On voulait quelque chose qui soit assez générique hein, aussi. Et on voulait écrire que les propriétés. C'était ça l'idée. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui permet en fait de rentrer dans la plateforme verte de manière plus confortable, on va dire. Hein. La deuxième chose, si je me focalise uniquement sur les runtime errors. Donc il y a un module RTE qui est fourni par Framatse. Et donc, ce qu'on a choisi de faire au-dessus, et ça c'est un module qui n'est pas très compliqué en termes de code, mais qui nous a demandé beaucoup de jus de cerveau, et qui est le fait qu'au lieu de rendre division par zéro, buffer overflow, etc., on puisse rendre les résultats, alors là j'ai pris des exemples faciles, en termes de common weaknesses, qu'est-ce que j'ai couvert dans le modèle d'énumération des faiblesses. Donc ça c'est juste une transcription qui a l'air idiote, mais qui permet quand même de rendre un résultat qui peut être lisible par quelqu'un qui est dans le monde de la security. Donc c'est pas énorme en code, mais il a fallu quand même adapter les résultats qui sortent de Framatse pour dire, ben voilà ce qu'on couvre, ça top tel et tel common weaknesses. Et puis, et vous voyez qu'on descend d'un cran, après dans la pile, au-dessus juste vraiment des calculs fondamentaux de Framatse,
eh bien, on a mis nos calculs de cartographie qui permettent de sortir la surface d'attaque, hein, c'est-à-dire qui permettent également de sortir les fonctions de formatage et les fonctions de commande, qui sont les objets dont on se préoccupe au premier chef, et un calcul de dépendance qui nous permet de faire les liens, en fait, enfin, qui nous permet de trouver des chemins possibles d'attaque, en réalité. Enfin, je l'ai fait un peu courte. Et donc, vous voyez que là, on se sert directement des calculs, comment dire, sous-jacents de la souche Framatcée, et qu'on a développé des modules qui calculent différemment des chemins dans le code et qui sont ceux que l'on veut rendre à l'utilisateur. Et puis, on a même un module qui, lui, est complètement indépendant de Framatcée et qui n'a besoin que de la couche CIL pour calculer, en fait, les interactions et maîtriser les interactions entre les modules de différents niveaux d'intégrité ou de différents niveaux de sécurité. Donc, et c'est évidemment, il y a un arbitraire des choix de ce qu'on a. Mais en fait, on a mis ces modules parce que, à notre sens, la difficulté d'interprétation et de configuration de la souche libre était compliquée. Et donc, si ça c'est un résumé, donc là j'ai juste remis les fonctionnalités assurées par chacune des couches du modèle. Ce que je viens de vous expliquer en fait. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont génériques, hein, tout ce qui est lié au stub et, et qui vise la réduction de détection de faux positifs, enfin de fausses alarmes, et puis tout ce qui est propriétaire, qui correspond à ce que nous on a choisi de calculer comme étant pertinent pour l'utilisateur. Donc je vais peut-être passer plus vite là parce que sinon d'abord il est tard. Donc je ne vais pas vous détailler. Enfin, je pense que les transparents sont, enfin les slides sont envoyés après. Alors vous allez pouvoir échapper à la description des fonctionnalités, sauf si j'y tenais beaucoup. Alors vous verrez les CWE qu'on prétend faire. Enfin, je pense que pour les gens qui aiment le détail, vous pouvez nous appeler, nous poser des questions une fois qu'on vous les soumettra. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, après, on a passé l'outillage sur cette fameuse base Juliette. Donc, je dis bien, c'est notre outillage. Et ce qu'on peut voir, c'est que nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si nos modules propriétaires, nos plugins propriétaires, hein, en termes de Framatcée, étaient suffisamment focalisés pour, avait une pertinence réelle, ou si on était, qu'est-ce qu'on apportait par rapport à la couche initiale, quoi. Et en fait, j'ai pas fait de publicité comparative, mais on est les seuls là à faire 100% et 100% en flow et en fixe sur ce qu'on avait ciblé, c'est-à-dire la CWE78, l'injection de commandes malveillantes, et sur les uncontrolled format string. Alors, on ne fait pas que la détection syntaxique, hein, on fait aussi, après on est capable d'identifier quel est le paramètre qui peut être modifié depuis l'extérieur, etc. Mais sur cette base-là, et donc nous on obtient des taux en fait de détection qui sont excellents. Il y a quelque chose qui nous a interpellés, mais qu'il faudrait discuter avec les spécialistes, c'est qu'après, je me suis intéressée à savoir est-ce que je récupère bien tout ce que calcule Framatcée ? Parce que c'est pas du tout évident avec les filtres, qu'est-ce que je fais ça ? Et je pense on s'est posé des questions sur le fait que, par exemple, sur les buffers overread les buffers overread ou underflow, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 100 ou à 90, etc. Donc là, il y a peut-être des points à discuter. Mais ce que je voudrais dire, puisque j'avais dit qu'on parlerait des métriques, c'est qu'avec ce genre d'outillage, c'est très intéressant pour pouvoir contrôler ces résultats et se dire, est-ce que j'ai fait mon boulot ? Est-ce que j'utilise correctement ma souche libre ? Enfin, pourquoi j'ai ça, quoi ? Et ça va assez vite de passer... Enfin, si vous avez cette base de données, vous pouvez passer vos résultats et contrôler vos propres modules ou votre propre utilisation d'un module existant. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, les résultats sont ce qu'ils sont. Là, ils sortent du four, hein, donc c'est vraiment ceux qu'on a observés. Et ensuite, oui, ça c'est j'avais dit que je passais. Nous, on s'en sert après pour,
finalement, on détecte des faiblesses, on calcule des dépendances entre des points d'entrée-sortie, grosso modo, et des faiblesses. Et ce qu'on rend comme copie à la sortie, c'est le fait, un niveau de risque, en fait, qui est évalué en termes de est-ce que je peux contrôler le soft depuis l'extérieur ou est-ce que je peux lire des données indues depuis l'extérieur. Donc, oui, j'ai passé. Et donc, la question qu'on se pose maintenant, puisque je suis au GTLL, c'est, bon, on est parti d'une souche libre. Il y a un gros intérêt pour nous, c'est que ça fait des analyseurs qui sont censés être reconnus. Alors, sachant qu'il y a toujours eu un bémol sur c'est que dans les modèles open source, en termes de sécurité, tout le monde dit, comme c'est open source, tout le monde peut faire l'analyse. Mais en fait, il y a une espèce de système où chacun pense que c'est l'autre qui l'a faite et à la sortie, personne n'a rien regardé. Ça, c'est un truc connu. Mais bon, normalement, il y a du proven in use, c'est-à-dire c'est quand même des logiciels qui ont une assez grande expérience. Et surtout, vous pouvez, de toute façon, les évaluer. Comme on l'a vu, enfin, vous pouvez le faire plus ou moins, etc. Mais c'est à vous de contrôler aussi ce que ça sort. Et l'autre force du modèle open source pour ces back-ends, finalement, c'est quand même que, non, pour moi, c'est les back-ends qui devraient porter les TRL les plus bas, donc, donc les problématiques dures et donc développer en fait les moteurs de base sur lesquels on fait porter la confiance ensuite de toute l'analyse. C'est-à-dire que si l'analyseur statique de base n'est pas suffisamment bon, c'est pas la peine que j'essaie d'avoir un niveau de confiance élevé dans les couches supérieures. Ça, enfin, je pourrais pas, par des biais par des redondances, on peut le faire, etc., en mettant des analyseurs alternatifs. Mais on a déjà du mal à en utiliser un, en utiliser deux et les comparer, c'est juste horrible en général. On le fait un peu avec les solvers SMT en preuve, mais sinon, en analyse statique, nous, on pense que la solution, c'est d'avoir des analyseurs sur lesquels on s'est donné un niveau de confiance en bas, puis après, vous prenez vos responsabilités dans vos modules de plus haut niveau. Les faiblesses qu'on voit, nous, c'est que pour l'instant, les modèles de ce type-là s'appliquent avec des langages assez restreints, sauf si vous m'apprenez le contraire pour l'instant. On a beaucoup parlé de C, C++, et dès qu'on dit donnez-nous un code C, qui soit du vrai C, en général on a du C++, et de toute façon les gens font des logiciels complexes avec plein de choses, des bases de données, des trucs, etc. Et donc un des gros freins quand même, c'est qu'en général, on n'a jamais l'analyseur qui convient de ce point de vue-là. Donc ça, pourquoi je signale ça, c'est que pour moi, il y aurait un intérêt quand même dans le modèle open source à coopérer aussi sur l'élargissement ou non, enfin sur la production de moteurs d'analyse dignes de ce nom sur d'autres langages. On pourrait discuter. L'autre problème, c'est que la communauté qui développe, c'est une communauté académique qui est assez restreinte et qui est très intéressée travailler sur les méthodes d'analyse, les méthodes formelles, sans doute moins, mais c'est à démontrer sur les benchmarks. Or ça, on voit bien que dans le monde de la sécurité, sans outils de contrôle de ce que vous analysez, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a cette problématique que dans l'analyse statique sound, on ne fait pas d'hypothèse sur l'environnement. Et dès que je suis en security, il faut que je fasse des hypothèses sur est-ce que ce canal est trusté, est-ce que celui-là ne l'est pas, où sont les biens sensibles. Et tout ça, c'est custom design, donc ça vous oblige à modéliser un environnement qui est vraiment dépendant, spécifique de votre problématique et de ce que veut votre client. Donc, moi, il me semble quand même qu'il y a quelques opportunités de coopération entre les sociétés de services outillés, telles que celles que je dirige, et la communauté, ne serait-ce que pour qu'est-ce qu'on rend. J'utilise Framatome, mais qu'est-ce que je rends? Et donc, il me semble qu'il y aurait des opportunités de coopération sur l'ouverture du marché de l'analyse statique, sur
les langages à couvrir, alors je sais bien que ce matin, M. Morin a expliqué que le PHP, les scripts, c'est l'horreur. Mais alors, le nombre de choses développées en script, c'est super important. La non prise en compte de Java est très très problématique. Il y a énormément de code fait en Java. Et puis, nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir des méthodes d'analyse, alors que j'ai appelé relaxées, enfin, je ne sais pas comment faire, qui soient sound, mais pas tant que ça, ou bien qu'on puisse un peu flexibiliser. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de faire des niveaux d'analyse qui nous permettraient, en fait, de ne pas se retrouver face à un trou noir, où soit vous sortez tout, soit vous avez 4 tonnes d'orange, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on pourrait piloter, en fait, le niveau finalement d'analyse que l'on cherche à avoir? Et enfin, comment travailler sur la réponse aux environnements normatifs et au niveau d'exigence, qu'est-ce qu'on donne comme assurance de détection du niveau de détection que l'on a eu. Donc ça, je pense que, enfin, je le mets un peu sur la table, je pense que ça serait des sujets intéressants de retour vers la communauté, de contribution, qui intégreraient non seulement des académiques très focalisés sur les méthodes, mais aussi les retours d'utilisation des outils. Et ce qui ne plaide pas pour le modèle open source, c'est que les stubs et les librairies, par exemple, dont j'ai parlé, qui étaient à gauche sur mon modèle, l'utilisateur, il ne se dit pas, attends, ils m'ont fait un outil et je peux même pas, et ça ne marche pas parce que j'ai mis telle fonction. Enfin, il tombe des nues, quoi, en général. Et donc, il a du mal, il veut bien comprendre que ça bloque et qu'il faut peut-être ça prend plus de temps, mais sauf si certains ont une expérience différente, en fait, ils ne veulent pas payer pour ça. Pour eux, c'est pas possible. Et de la même manière, ils ont quand même du mal à se dire qu'on leur vend un outil où il y a beaucoup de travail d'épluchage de faux positifs pour détecter pour séparer les vraies alarmes des fausses alarmes. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même un marché qui est assez étroit et où il y a pas mal de compétition entre sociétés, ce qui n'aide pas à bâtir un modèle coopératif. Donc voilà, sur la partie security, je ne sais pas si c'est ce que je voulais vous indiquer. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a besoin de souches libres, on est capable de monter des solutions, mais qu'il y a certainement un modèle plus coopératif à trouver. Je vous laisse la question. Et j'ai essayé de vous donner le plus de chiffres possible. Donc voilà, je passe, ça je vous les donnerai. J'ai été passé mon temps ou je suis allée vite ? J'ai encore 5 minutes. Alors je vais juste, sur les aspects, on a parlé ce matin de formal, enfin et cet après-midi aussi de vérification formelle. Et je vais vous montrer que la situation, juste par symétrie, n'est pas tout à fait la même. Cette fois, je pars d'un outil qu'on a qui est assez évolué. Bon, je sais pas où est le truc là je vais le faire au pif, voilà. Et je vous donne juste l'architecture de l'outil de preuve formelle qu'on utilise. Pas pour vous expliquer ce qu'il fait, mais voilà. Pareil, pour faire la frontière entre l'utilisateur qui est en haut avec ses langages haut niveau et les méthodes les procédures de décision en particulier, les méthodes formelles, enfin les solvers qui sont développés et pour lesquels on trouve beaucoup de souches libres, donc les SAT solvers et les SMT solvers que nous on utilise. Il y a aussi et au milieu, j'ai mis la couche en fait des problèmes qui facilitent l'utilisation de ces techniques pour un utilisateur final. Et donc, actuellement, en fait, tout le monde dit que finalement les SMT solvers, ils ont beaucoup monté. Avant, il y avait des problématiques de passage à l'échelle. Les SMT et les SAT solvers maintenant permettent quand même de manipuler énormément de variables, mais de bas niveau. Or, l'utilisateur, lui, en haut, il traite des tableaux, des structures, enfin des problèmes réels, et donc il ne veut pas du tout raisonner là-dedans. Et donc, un des problèmes durs que l'on a maintenant, c'est d'une part de transformer la description de haut niveau en Simulink, par exemple, en SCADE ou dans n'importe quel langage, pour l'amener de manière optimisée au moteur de preuve, au moteur de model checker qui implémente une stratégie de preuve. Donc là, on voit par exemple, il y a des modèles, il y a des moteurs, libres ou non, qui implémentent le BMC, même ceux-là pour les utiliser.
eh bien, on est obligé de faire un grand nombre d'adaptations pour optimiser le format d'entrée et pour gagner en fait en temps de calcul. Et puis le deuxième point dur, c'est la génération automatique des lemmes pour tirer parti au mieux des solveurs. Et donc, pour revenir juste à la problématique open source, en fait, on voit que c'est très compliqué pour des sociétés comme les nôtres, en fait, de se dire, nous, notre savoir-faire, il est dans ce noyau. Parce que sans le noyau, en fait, on ne sait pas répondre à des demandes de prise en compte de gros modèles, de modèles avec du numérique, de modèles, etc. Et l'effort de développement de ces noyaux est très important. Donc, de la même manière, ça paraît symétrique, mais là, vous voyez qu'une des problématiques, c'est que la couche, de base, elle est très très bas. Et la valeur ajoutée qui se trouve dans la génération automatique de lemme et dans la traduction, eh bien, elle coûte elle a demandé beaucoup plus d'efforts. Donc, tout le problème pour les sociétés comme les nôtres, c'est de savoir est-ce que ça retourne, est-ce que ça, c'est stratégique, c'est un point d'accès. Et donc, nous, par exemple, on a décidé pour l'instant que notre chaîne resterait propriétaire, qu'on ne donnerait pas accès aux optimisations, qu'on ne donnerait pas accès aux stratégies de preuve et aux stratégies de génération automatique de lemme. C'est en tout cas le positionnement actuel. Alors que sur le monde de la sécurité, vous voyez, il nous semble qu'on a plus de marge de manœuvre. Mais je voulais juste donc vous montrer au travers de ces deux exemples, en fait, deux choses. C'est que tous les technos de base, moi ça fait quand même très longtemps que je fais de la vérification, les technos de base ont incroyablement évolué, mais vous avez toujours ce goulet d'étranglement qui est de répondre à des problématiques clients avec des problèmes toujours plus grands, parce que les codes maintenant, les bases de code sont énormes. Sur IFRI, par exemple, le truc où on a fait les interactions, il y avait 600 000 lignes de code, quoi. D'accord ? Il faut avaler 600 000 lignes de code. Les gens, ils traînent des librairies entières qui ne servent pas forcément, mais qui sont dans le code. Et pareil, sur les modèles, maintenant, ils sont très gros. Enfin, il y a du numérique, etc. Et donc, même avec les progrès des technos de base, il faut toujours avoir ces développements qui sont assez coûteux et dont je ne sais pas comment en fait s'il relève, de quel modèle économique il relève et de quel modèle de coopération entre industriels ou plutôt professionnels, je veux dire, et académique il relève. Voilà. Donc, c'était très peu technique, mais je voulais partager avec vous ce... Alors, vous verrez, les transparents, il y a quand même plusieurs... il y a plus de trucs dedans, mais voilà. On vous dit ce qu'au fond, chacun des coups. Comment ça s'arrête, ça? Et ça boucle infiniment, là, après? Voilà ce que j'ai dit. Ok, merci.